La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la mémoire de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. De cette histoire, la région Auvergne-Rhône-Alpes hérite d'un patrimoine exceptionnel qui offre aux visiteurs des lieux de mémoire et de réflexion sur les valeurs citoyennes d'hier et d'aujourd'hui. Avant de nous rendre au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère à Grenoble, nous sommes ici à la Maison des Enfants d'Isieux, un site hautement symbolique des heures sombres de cette époque. Dominique, nous sommes dans cette maison qui est très chargée émotionnellement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé, c'est deux choses bien distinctes. D'abord, la vie intense, une parenthèse heureuse avant une journée terrible, l'arrestation, la rafle du 6 avril 1944, qui va faire basculer la vie de ces enfants vers un cauchemar qui se terminera par la mort. Ce lieu est devenu quoi ensuite? Il a fallu attendre 1994 pour que la maison devienne un lieu de mémoire, inauguré par le président Mitterrand en 1994, une inauguration qui était l'aboutissement de toute une vie de combat de la part de Sabine Zlatin, qui avait fondé cette colonie avec son mari Miron. Elle n'était pas là le 6 avril 1944, le jour de la rafle, donc elle a pu échapper à ce destin tragique, mais son mari, lui, ainsi que les 44 enfants et les 6 autres adultes déportés n'ont pas pu échapper à ce destin. Et dans cette maison, en fait, on dirait que rien n'a bougé. C'est un souhait de votre part? C'est un souhait. Les deux muséographes qui ont créé l'exposition dans la maison en 1994, sont deux grands historiens, ont décidé, eux, de faire percevoir l'absence. Et pour faire percevoir l'absence, eh bien, le vide, il n'y a rien de mieux que le vide pour ça. Il n'y a pratiquement rien. Si, la salle de classe quand même, avec les bureaux, qui est un lieu évidemment très très fort aussi. Aujourd'hui, quelles sont les missions de la Maison d'Isieux? Un lieu de mémoire, évidemment, des commémorations, etc. Un lieu de vie, un lieu que l'on anime par des projets culturels, par des lectures, des concerts. C'est un lieu vivant. Et puis enfin, un lieu d'éducation. C'est évidemment pour nous, au sens large, qu'on prend ce mot-là. C'est l'éducation des plus jeunes, bien sûr. On reçoit énormément de scolaires toute l'année, tout au long de l'année. Mais on reçoit aussi des adultes, des familles, et en fait, on éduque un peu tout le monde. En fait, il n'y a pas que la maison, ici il y a l'extension, il y a une vraie balade, on peut rester des heures en fait. On peut rester des heures. Les jeunes, d'ailleurs, scolaires, viennent à la journée, en général, enfin la plupart d'entre eux. Donc ils font une visite le matin de 2 heures, maison, exposition permanente, parfois exposition temporaire selon les cas, et puis après le déjeuner, ils vont travailler en atelier, réfléchir avec leurs enseignants et les médiateurs de la maison. Vous n'avez pas peur que le temps passe et que les jeunes soient un peu moins sensibles à ce qui s'est passé dans les années de la guerre? Est-ce que c'est un défi pour vous? Je ne sais pas. On a une vision des choses qui n'est peut-être pas tout à fait ordinaire à Isieux. On ne voit y venir ici que des gens très motivés. Alors, je parle pour les scolaires, les enseignants qui les accompagnent, qui font un travail formidable avec eux. On doit refuser des groupes. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est quand même, que j'interprète comme un bon signe. On n'est pas inquiet à Isieux sur la lassitude que pourrait engendrer la répétition. En fait, on voit même parfois aujourd'hui des jeunes qui sont jeunes parents, qui sont venus jeunes ici, scolaires, qui reviennent avec leurs enfants. Et pour nous, c'est vraiment le signe très fort de ce que le lieu ne s'oublie pas facilement. Quittons ce lieu si marquant qui, au printemps 2022, offrira une nouvelle galerie, la galerie Zlatine, présentant des originaux de dessins des enfants d'Isieux. Mais tout de suite, direction Grenoble, au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, qui continue aussi de recueillir des archives. Derrière ces documents et objets, une histoire, celle d'un homme, Edmond Leroux. Le père de Christian, il était résistant français en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale.
D'abord enfermé en stalag, en camp pour les prisonniers de guerre, il a ensuite été interné dans la ferme d'une famille allemande de 1940 à 1945. Cette ferme était occupée par une famille allemande et une famille allemande de résistants, c'est-à-dire résistants au régime nazi. Et mon père a pu constituer un petit réseau de résistance grâce à l'aide de cette famille. Ces deux jeunes filles et cette maman aidaient quelques évadés de Buchenwald en particulier, puisque c'était à côté du camp de concentration de Buchenwald. Quand il y avait des évadés, ils les aidaient à s'habiller pour se fondre dans la population. Une histoire rare dont on parle peu, celle d'Allemands qui ont résisté face à Hitler et celle de prisonniers de guerre. Alors le musée de la résistance et de la déportation de l'Isère a fait un appel aux dons pour enrichir ses archives. J'ai amené donc ce petit porte-monnaie, voilà, ce petit porte-monnaie où dedans il y avait les papiers que mon père récoltait à la suite de l'audition des radios, des différentes radios, en particulier de Radio Londres qu'il arrivait à capter, ou de radios d'Europe. Et ça, c'était 2 postes de radio qui étaient à la disposition de mon père, mis à la disposition par la famille allemande. Et Christian a fait don au musée d'autres précieux documents, comme le télégramme qui annonce le retour de son père après 5 ans de prison, ou des courriers faisant état de la résistance dans la famille allemande. Ces pièces ont vocation ici d'abord à être conservées, mais aussi consultées par les chercheurs et éventuellement illustrer une exposition. Il y a une véritable lacune liée à la mémoire de cette histoire-là, de ces personnes-là qui rentrent au moment où on découvre l'horreur des camps de concentration et de l'extermination des Juifs et dont la mémoire a finalement été un petit peu tue pendant des années. Et aujourd'hui, on fait le constat que déjà ça a concerné énormément de personnes et qu'il est nécessaire d'aller chercher dans ces sujets-là. Et d'autres thématiques demandent encore de la documentation, comme celle de la vie quotidienne pendant la guerre. Nous voici de retour à Aisieux. Vous allez voir que de la maison bugiste à l'extension de sa grange, ces lieux offrent aux visiteurs un parcours mémoriel riche de documents et d'archives. Stéphanie Boissard, l'une des documentalistes, nous reçoit au cœur de l'exposition permanente. Alors Stéphanie, nous sommes de retour dans ce lieu chargé d'histoire. Comment est-ce qu'on transmet une telle histoire ? Alors c'est vrai que la maison qui a été visitée, c'est le lieu de l'émotion, le lieu de la mémoire. Mais ici maintenant, dans la grange et l'espace muséographique, c'est l'histoire. On explique comment ces enfants sont arrivés dans ce petit village au fin fond de l'Ain, à Aisieux, pourquoi des enfants juifs à Aisieux. Et donc on a déroulé une exposition qui se présente en 3 thèmes. D'abord, effectivement, pourquoi ces enfants sont venus à Aisieux ? Pourquoi des enfants juifs à Aisieux ? Ensuite, l'histoire d'Aisieux, vous l'avez abordée, est particulière parce qu'elle se termine tragiquement par la rafle, mais par aussi un compte-rendu particulier qui est rédigé par Klaus Barbie, qui lie cette rafle en fait à un procès très important. On va faire justice après-guerre et on va élaborer, faire un procès qui s'appelle le procès de Nuremberg. Et vraiment un procès fondateur de tout ce qui sera ensuite la création de la justice pénale internationale et qui va jusqu'aujourd'hui avec la cour qui se trouve à La Haye. Donc tout ce lien avec la justice est traité dans la partie 2, juger les criminels de Nuremberg à La Haye. Ensuite, la partie 3, c'est tout ce qui concerne la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, la rafle d'Aisieux, l'histoire d'Aisieux, a eu un impact en plan mémoriel localement, bien sûr. Et ensuite, cette mémoire n'a pas été oubliée localement, mais au contraire, elle a été commémorée en 1946 notamment, au plan national. Et à partir de cette trace de mémoire, en fait, on regarde comment l'épisode d'Aisieux, l'affaire d'Aisieux, a laissé des traces et a une place particulière dans le paysage mémoriel français, enfin localement bien sûr, puisque ça part de là, français mais aussi européen. Et alors concrètement, ça se passe par des photos, il y a un parcours. Après ce parcours, il est agrémenté de quoi, de Alors vidéos, le choix que l'on a fait en termes de, c'est un type de transmission, on a choisi l'image. On peut très bien regarder simplement les titres, les jalons sur fond noir, les images,
Et là, on a déjà un contenu tout à fait cohérent et très clair, très simple. Et vous, en tant que documentaliste, en quoi consiste votre travail exactement? Le travail consiste à valoriser, c'est-à-dire qu'on a des archives, c'est bien, elles sont conservées, protégées dans les réserves. Mais ce qui est intéressant, c'est de les mettre à disposition, de valoriser toutes ces connaissances et ces petits trésors quand même. On a des photos qui datent de l'été 43, c'est quand même précieux, et de les mettre à disposition de notre public, bien évidemment. Donc ça passe par cette valorisation, l'exposition, comme je disais, ça passe aussi par les écrans numériques, ça passe aussi par les montrer au travers de tables numériques qui présentent des parcours. Ce sont les parcours des enfants, là on rentre plus dans l'individuel. Notre souhait, et ce que l'on cherche à faire, bien sûr c'est faire histoire, mais il ne faudrait pas que ce soit désincarné. Donc on a vraiment le souci que chaque visiteur puisse en fait avoir une idée non pas théorique d'un enfant Dizieux, mais d'Otto Wertheimer, de Georgie Halpern, et de percevoir en fait oui, vraiment une incarnation de ces différents enfants. Ainsi, notre territoire reste marqué par la Seconde Guerre mondiale, en particulier la résistance et la déportation, dont l'histoire s'inscrit dans les musées, mémoriaux, nécropoles et monuments de la région. Témoins d'un passé proche, ces lieux doivent nous servir à mieux appréhender le présent et surtout l'avenir. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.